Pendant 4 siècles, de moins de 100 avant Jésus-Christ à 200 après Jésus-Christ, soit autour de l'an 0 du calendrier occidental, les Han ont bâti en Chine un véritable empire immense sur un territoire allant des confins de la steppe au nord de la péninsule indo-chinoise, en s'appuyant non seulement sur une administration hiérarchisée, mais aussi sur une économie agricole, une diplomatie qui favorisait les alliances lointaines et les échanges, notamment par la route de la soie. Et pour la première fois, à l'occasion du cinquantenaire des relations franco-chinoises, une exposition d'envergure leur rend hommage. C'est au musée Guimet à Paris, ça s'appelle Splendeur des Han et sort de l'Empire céleste. Éric Lefebvre, bonsoir. Vous êtes le commissaire de cette exposition au musée Guimet à Paris, le musée national des arts asiatiques. Avec nous également Alain Todt, bienvenue à vous également. Vous êtes sinologue, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Éric Lefebvre, pourquoi avoir choisi d'exposer des œuvres en particulier de cette dynastie des Han ? Eh bien, cela faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu en France de grandes expositions qui nous ramènent aux origines de l'histoire de la Chine. Ouais. Et les Han, ça s'imposait puisque depuis quelques années déjà, au programme de 6e, à côté de l'Égypte, à côté de la Grèce et de Rome, eh bien, on s'intéresse à la Chine et à la Chine des Han. Alors, il y a plus de 200 œuvres aussi magnifiques les unes que les autres. Comment qualifieriez-vous l'art de cette dynastie des Han ? Alors, on a tous en tête des images très fortes qui sont la tombe du premier empereur qui précède les Han d'une dizaine d'années. Ces soldats en pied qui sont frontaux, hiératiques, sévères. Eh bien finalement les Han, ils héritent des Tsin, du premier empereur, sauf que leur art, il est beaucoup plus vivant, beaucoup plus humain et qu'il présente toutes les facettes de la société chinoise de cette époque. Alors pour donner envie d'aller voir cette exposition au musée Guimet, je vous propose d'en voir un aperçu. Elle sort de l'Empire céleste, Splendeur des Han. Exposition à voir jusqu'au 1er mars prochain. Alain Todt, vous avez vu cette exposition. Vous, sinologue, qu'avez-vous ressenti ? Oui, bien entendu. D'abord une grande émotion de voir un certain nombre d'œuvres que j'avais vues en Chine, mais que je revoyais pour la première fois à Paris. La qualité des œuvres est tout à fait exceptionnelle. Et donc, je trouve que nos collègues chinois nous ont vraiment fait un cadeau absolument royal, je dirais impérial même. En nous permettant d'organiser cette exposition à Paris. Alors, quels étaient les fondements, Alain Todt, de cet empire ? Comment était-il organisé ? Alors cet empire était organisé en commanderies et en préfectures, 36 commanderies et puis un grand nombre de préfectures. Et c'est une époque de grande expansion territoriale. L'empire fait à peu près 2 fois l'empire de Qin Shi Huangdi, le premier empereur, et c'est la première fois que on unifie un territoire aussi vaste sur le continent asiatique. La rupture, elle est là, elle se trouve là ? La rupture se trouve là, et en même temps, c'est la naissance, l'origine d'un certain nombre de faits culturels qui valent encore jusqu'à nos jours. Alors, Éric Lefebvre, voyons un exemple de l'art que l'on évoque ce soir, l'art funéraire par exemple, avec cette pièce spectaculaire, on va le voir, exposée pour la première fois en France. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, vous, en Chine, Alain Todt. Il s'agit d'une cuirasse composée de milliers de plaques en jade. Racontez-nous l'histoire de cette œuvre. Alors, c'est très exactement un linceul de jade, c'est-à-dire qu'un prince, un membre de la famille impériale, était revêtu, comme pouvait l'être l'empereur lui-même, de ce costume de jade lorsqu'il était déposé dans son tombeau pour l'éternité.
Alors la dynastie des Han contemporaine de l'Empire romain en Occident, on le précise, s'est épanouie, je le disais tout à l'heure, grosso modo autour de l'an 0. En quoi est-elle décisive dans l'histoire de la Chine, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Alain Toth? Eh bien, c'est un moment de stabilité politique et économique long qui permet d'installer en Chine un certain nombre de mesures fondamentales, par exemple une monnaie pour toute la Chine, des poids et mesures pour toute la Chine, une écriture commune, le caractère chinois, qui va peu évoluer après les Han et qui reste aujourd'hui lisible, comme ces œuvres que nous voyons dans l'exposition, avec l'utilisation du papier pour la première fois. Donc quelque chose qui va ensuite fonder l'Empire pour 2000 ans. Et qu'est-ce qui caractérise précisément leur art? Quelle est la singularité de l'art des Han? Eh bien, on peut dire la simplicité et le dynamisme. Et vous, quelle est votre œuvre coup de cœur, si l'on peut dire, qui est exposée au musée Guimet? Eh bien, il y a une œuvre qui n'est pas très grande, elle mesure à peu près une vingtaine de centimètres. C'est un brûle-parfum qui constitue un paysage en miniature. La coupe est faite de vagues, le couvercle est fait de montagnes, et lorsqu'on l'allumait, eh bien, il y avait des volutes de fumée qui formaient les nuages, et le paysage était complet. Alors des objets exceptionnels, voire inédits, trouvés principalement dans les tombes ces 50 dernières années. Vous êtes allé en Chine. Que peut apporter une telle exposition dans la connaissance justement de cette période de l'histoire? Est-ce que vous, par exemple, vous avez appris des choses? Cette exposition montre un nombre très important de facettes de l'art des Han, mais pas seulement de l'art, si vous voulez. Vous avez par exemple des fiches de bambou sur lesquelles se trouvent des archives administratives. Vous avez aussi un document sur papier, un autre sur soie. Le document sur papier, c'est l'un des premiers que l'on connaisse en Chine. En effet, le papier a été inventé au IIe siècle avant notre ère, mais on a commencé à écrire sur du papier que à partir du début de l'ère chrétienne. Ouais. Alors on a parlé tout à l'heure de l'économie. Vous avez consacré ce livre avec Jean Lévy à l'art de la guerre de Sun Tzu. J'espère que je ne prononce Sun Tzu. Qu'en était-il justement de l'appareil militaire? Comment était-ce organisé? On imagine que pour maintenir son emprise sur un tel territoire, il faut aussi une puissance. Tout à fait, et d'ailleurs c'est une puissance expansionniste puisque les Han ont réuni un empire qui allait de la Corée jusqu'au Vietnam et qui s'étendait jusqu'aux confins du Xinjiang. Ouais. Et donc évidemment ce sont des armées de conscrits qui regroupent des centaines de milliers de soldats. Ce sont des armées qui conquièrent de très vastes territoires. Et qui entraînent avec eux des colons. Et il y a une avance à cette époque dans cet empire considérable par rapport à l'Europe, par rapport à l'Occident, d'un point de vue artistique. Je rappelle qu'on est en l'an 0. Alors, c'est toujours difficile de faire des comparaisons dans le domaine artistique, en particulier en parlant d'avance ou de recul ou de retard. Ouais. Mais en tout cas, du point de vue plus technique et technologique, il y a des faits intéressants qui interviennent à l'époque des Han. Par exemple, on invente à l'époque des Han le sismographe. On arrive à faire des techniques métallurgiques, notamment avec la mise au point de l'acier. Donc là, il y a des choses qui sont effectivement très intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette œuvre, par exemple? Alors, il s'agit d'un disque... Vous pouvez revenir vers nous pour les micros par son voix, mais vous l'avez ici sur le moniteur. Oui, je le vois. Et puis vous la connaissez par cœur de toute façon. Bien. Mais vous avez envie de la voir. Ah, c'est toujours mieux quand on peut délecter en direct. Alors, il s'agit d'une œuvre qui était placée sur un cercueil, une décoration de cercueil, et du coup, elle représente une porte à l'intérieur de laquelle est assise une divinité. Au-dessus de la porte, il y a 2 caractères, Tianmen, la porte du ciel. Donc, on voit qu'on est vraiment au seuil de l'au-delà, et cette divinité, elle est là pour accueillir le défunt. Alors vous vous intéressez de près à l'archéologie aussi. Quelle est la spécificité de cette discipline en Chine ?
C'est une discipline qui et de l'art funéraire, bien sûr. C'est une discipline qui a justement consacré beaucoup d'énergie à la fouille de sépultures. Ouais. Et même pour l'époque des Rânes, par exemple, les tombes qui ont été fouillées se comptent par dizaines de milliers actuellement. Donc depuis les tombes relativement humbles jusqu'aux tombes de princes extrêmement puissants et riches. Mais vous, concrètement, comment vous procédez en tant que sinologue? Quels sont vos domaines de recherche? Est-ce que ce sont précisément ces fouilles-là qui vous intéressent? Je le disais, ces 50 dernières années, on a eu de nombreuses découvertes. Oui, alors donc moi je m'intéresse plus à la période qui précède les Rânes, Ouais. donc le 2e et 1er millénaire avant notre ère, et dans le domaine évidemment de l'archéologie également. Donc, Alors, peut-être une question davantage d'actualité. Lorsque l'on évoque les Rânes, c'est souvent pour les distinguer lorsqu'il y a des problèmes d'insécurité avec les Ouïghours ou alors avec la question tibétaine, avec la cause tibétaine. En gros, les Rânes aujourd'hui seraient les Chinois pure souche, si je peux me permettre, avec tous les guillemets que cela nécessite. eh bien, en fait, il y a une raison à cela. Le premier empereur des Han avait été inféodé sur un territoire qui s'appelait Han. Et de là vient le nom de la dynastie. Et finalement, cette dynastie a joué un tellement grand rôle dans l'histoire chinoise que les Chinois se sont désignés eux-mêmes comme étant des Han. Ouais. Avec une fierté, élément constitutif de la nation chinoise. Une dernière œuvre à commenter, pour vous peut-être? On va la voir à l'image, elle est là, mais on va peut-être la voir sur le moniteur, allez-y. Alors, nous avons sous les yeux une scène extrêmement vivante. On a du mal à imaginer qu'elle a été sculptée il y a 2000 ans. Ouais. Ces deux personnages sont en train de jouer à une forme de jeu de plateau qui n'existe plus, qui s'appelle le liubo. Peu importe, on les voit ici concentrés. L'un est en train de poser une pièce, l'autre apprécie, fait une moue. Et c'est aussi un miracle en soi de voir ces œuvres en bois aussi bien conservées. Et cela est dû au climat tout à fait particulier de l'ouest de la Chine, dans une région quasi désertique, près de Wuwei, là où ils ont été découvert. Mais pourquoi on sculpte ça à cette époque, à votre avis? On est conscient qu'il faut immortaliser une scène? Alors, l'un des deux, allez-y. C'est-à-dire que c'est à la fois un jeu et c'est en relation avec la cosmologie. Ouais. Et le jeu consiste à faire perdre l'autre en le faisant boire aussi. Donc on a des scènes qui représentent les personnages en train de jouer et avec des coupes pour boire et un contenant avec le vin. C'est ça. Voilà, c'est en fait un tout dans ces tombes. On peut voir à travers le décor peint et tous les objets que finalement la vie quotidienne est largement représentée avec quelques endroits importants, comme par exemple la table, le jeu, les danses et la musique qui l'entoure. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Éric Lefebvre, commissaire de l'exposition Splendeur des Han, essor de l'Empire Céleste, et jusqu'au mois de mars prochain, jusqu'au 1er mars au musée Guimet à Paris. Merci à vous également, Alain Todt, sinologue. Je rappelle donc Sun Tzu. C'est ça. L'art de la guerre, voilà, c'est traduit du chinois et commenté par Jean Lévy. Merci à tous les deux pour ces témoignages précieux et riches d'enseignements. Merci.